du temps. 20h30 à Paris, vous êtes toujours dans l'essentiel. Dans un instant, on va plus loin avec ce soir Patricia Lémonière, grand reporter. Bonsoir. En face de vous, Ludovic Defoucauld, chroniqueur international ici à France 24. Bonsoir. Bonsoir. Également, l'inquiétude de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ONU depuis la prise d'El Facher au Soudan par les paramilitaires des FSR, la crainte des actions et autres violations des droits de l'homme, de l'aggravation aussi d'une situation humanitaire déjà l'une des plus graves au monde. Il se vante d'être un allié fiable et au plus haut niveau de Tokyo. Donald Trump est au Japon où il continue sa tournée asiatique. Il a rencontré la première ministre Sanae Takeshi qui, de son côté, veut ouvrir un nouveau chapitre dans les relations sino-américaines. Plus de 2000 civils non armés auraient été exécutés depuis dimanche à El Facher, dans l'ouest du Soudan. C'est en tout cas l'accusation portée par les forces conjointes alliées de l'armée contre les paramilitaires des FSR. Les forces de soutien rapide qui ont pris cette ville, dernier verrou du Darfour, qui saute donc après 2 ans et demi de guerre. Ludovic, on essaye de mettre les choses à plat et de bien comprendre. C'est un point de bascule réellement, cette prise d'El Facher par la FSR? Bah oui, parce que comme vous l'avez dit, c'est le dernier verrou encore tenu par l'armée régulière qui a sauté. Et dorénavant, les forces de soutien rapide, les FSR, contrôlent un immense territoire aussi vaste que la France. Et il n'y a plus de présence de l'armée régulière dans ce vaste territoire. Donc le pays est vraiment coupé en deux. Et l'ambition de ces forces de soutien rapide, on va juste faire un petit point d'histoire, mais ces forces de soutien rapide, elles viennent de l'armée. Elles sont menées par un général, Hemeti, qui s'était associé au général qui est actuellement à la tête de l'armée régulière, Al-Bourhan, pour prendre le pouvoir en 2021. Et en 2023, ils se sont fâchés, ils n'étaient pas d'accord sur la direction à faire prendre au pays. Et depuis, c'est une guerre extrêmement sanglante et qui vient, vous l'avez dit, voilà, de marquer un basculement avec la prise d'El Facher. Et l'ambition des forces de soutien rapide, c'est pas seulement de dominer militairement cette région, mais c'est de la gouverner politiquement. Donc ça, on va y revenir. Mais pour l'heure, ces combattants sont surtout accusés d'y commettre des actes de violence ethnique très grave. Enfin, peu d'informations qu'on a, mais les informations qui sortent, y compris les images, sont vraiment abominables. Et on parle à El Facher de choses qui se rapporteraient à ce qui a pu se produire à Srebrenica, avec des femmes et des enfants qui sont séparés des hommes qui sont tués parce que, voilà, violence ethnique de la part de ces combattants des FSR issus de tribus arabes contre ces tribus locales. Donc oui, un basculement, mais un basculement aussi dans l'horreur, alors que beaucoup d'observateurs sur le terrain, mais aussi internationaux, avaient prévenu qu'il y avait un risque très fort qu'un tel scénario se produise. C'est vrai que ça inquiète les Nations Unies. Les deux camps aussi sont accusés de crimes de guerre. Et quand on pense, Patricia, au Darfour, on ne peut pas ne pas avoir ces images en tête d'il y a 20 ans, forcément. Oui, mais parce que c'est la continuation. C'est ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ces deux généraux, un temps alliés, l'un d'entre eux, d'ailleurs, était dans l'armée traditionnelle et l'autre dans les forces qu'avait construit et Niemery, et même avant. Tout ça, en fait, on a la rivalité de deux hommes. L'un qui est issu, j'ai envie de dire, de l'élite nilotite, le général de l'armée, voilà, celui qui dirige, Al-Bourhan, qui d'ailleurs a créé son propre gouvernement soudanais. Et puis l'autre, dit Hemeti, qui en fait qui vient de ces fameux janjaouides de la guerre de 2003. Donc, et les gens oui. Et donc, ces janjaouides, qu'est-ce que c'était? C'était des tribus qui étaient considérées comme nomades, qui n'avaient pas de terre, et qui étaient reléguées au second plan par le pouvoir central. Donc, on a à l'origine une lutte entre un homme issu des élites nilotites, encouragé même par la colonisation, et des gens qui sont à la périphérie et relégués au second rôle. S'ajoute là-dessus un problème ethnique. Alors, on n'aime pas prononcer le mot ethnie parce que ça renvoie au temps de la colonisation, mais il faut quand même le prononcer. Et dans cette partie du Darfour et donc de l'ouest du Soudan, il y avait à l'origine ce qu'on appelait des tribus nomades, sans terre, et des tribus sédentaires avec des terres. Je simplifie à l'outrance.
Et puis, en plus de ça, il y a des différences d'origine ethnique. Il y a des gens qui se rattachent au monde arabo-musulman, des gens qui se rattachent à l'Afrique noire, et en plus, des religions différentes. Alors, vous voyez, c'est un melting pot, etc. Et Niéméry, comme aujourd'hui le pouvoir de Khartoum, et donc Delgado et Miti, on l'appellera comme il veut, à la tête des FSR, eh bien, joue là-dessus. Et donc, les exactions qui sont commises à El Fasher, pour revenir à ces abominations qui sont faites, sont destinées et visent les Zaghawa. Zaghawa, qui est une ethnie du président tchadien. Enfin, il est à Zaghawa et mixte. Mais et ça pose un problème, effectivement, régional. Et donc là, on voit que le conflit n'est pas du tout... Il est parti d'une rivalité de deux hommes basée sur de l'ethnicité. Et après, il s'étend sur un plan régional. Et chaque camp fait des exactions contre des ethnies opposées. Et donc, c'est une situation inextricable. Ajouté à la ça, j'en finirai par ça, les interventions étrangères des Émirats, de la Turquie, de la Russie. Sûrement, nous allons revenir là-dessus. Alors, avant d'y revenir, je voudrais justement qu'on voit l'une des conséquences immédiates de cette prise d'El Fasher, à savoir la fuite de centaines de milliers de civils. Nos confrères de France Télévisions ont pu aller à la rencontre de certains d'entre eux dans une zone qui est pourtant, on le rappelle, tenue sous silence. C'est un reportage rare, signé Frédéric Prabono et Kylian le bouquin. Le Darfour, une région interdite aux journalistes, au cœur d'une guerre qui oppose depuis 2 ans et demi l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. Ces paramilitaires, filmés discrètement, tiennent presque tout ce territoire. C'est la première fois qu'une télévision étrangère entre ici, à Taouila. 570 000 personnes sont réfugiées dans cette zone épargnée des combats. C'est plus que la ville de Lyon. Et d'autres continuent d'arriver, comme cette grand-mère, ici depuis 5 jours, avec sa fille et ses petits-enfants. Le voyage jusqu'ici était tellement difficile. On avait soif, on devait se cacher. Pendant 3 jours, même les enfants n'avaient rien à manger. Comme la plupart des déplacés, ils ont fui El Fasher, capitale du Nord Darfour, à une 60aine de kilomètres lors du siège par les paramilitaires. Il y avait des bombardements, des bombes qui tombaient partout, des obus. Ces populations déplacées dépendent pour l'essentiel d'une aide alimentaire insuffisante. Il faut au camion des jours de piste pour atteindre cette ville de Taouila. L'accès à l'eau est aussi rationné. Il y a des pénuries d'eau. Vous voyez, les gens font la queue. Le docteur Nazir a vu les camps s'étendre en moins de 6 mois. Il y a eu des déplacements massifs, avec des enfants, en charrette, à pied, avec des gens blessés. Là, les derniers arrivés, regardez comment ils vivent maintenant. Des centaines de milliers de déplacés s'entassent désormais dans des conditions de vie et d'hygiène favorisant les épidémies, dont le choléra. Comment ça va? J'espère que ça va mieux. Allonge tes jambes. Plus de 1700 patients ont été pris en charge dans cette unité de traitement du choléra par l'ONG médicale Alima. Ce qu'on constate avec le choléra, c'est que les enfants sont particulièrement touchés. La mortalité est plus élevée en dessous de 5 ans. Surtout quand d'autres facteurs de risque sont associés, comme les problèmes de nutrition. La plupart sont aussi atteints de paludisme et ça aggrave la sévérité du choléra. Les enfants mangent des choses qui ne sont pas nettoyées. Lui est tombé malade il y a 4 jours. Et en plus, il a le palu. Les épidémies ne sont pas les seuls maux à soigner ici. Faiza Abdallah, elle-même réfugiée, aide les femmes à surmonter les traumatismes psychologiques. Bonjour, comment ça va? Ces jeunes femmes et leurs familles ont été victimes des paramilitaires sur la route de l'exil. Beaucoup d'hommes armés sont arrivés. Nous n'étions pas assez forts pour nous opposer à eux. Ils ont essayé de séparer les femmes, mais nous avons refusé. Moi, mon mari est mort. Ils l'ont tué. Elles acceptent de parler de leur viol sans prononcer ce mot tabou. Nous avons dû les suivre. Et ce qui est arrivé est arrivé.
C'est arrivé et ils nous ont abandonnés là, au bord de la route, dans le noir. Certaines femmes viennent nous voir, mais beaucoup se cachent. Elles ne viennent pas, elles n'osent pas. Une commission d'enquête des Nations Unies sur le Soudan accuse les deux camps, forces gouvernementales et paramilitaires, de cibler délibérément les populations civiles. Leur dernier rapport parle d'atrocités, de crimes de guerre et pour les paramilitaires, de crimes contre l'humanité. On le rappelle, Ludovic, c'est une zone d'autant plus tenue sous silence. Je disais que l'accès aux journalistes est plus que rare et celui des ONG aussi. Bah oui, parce que c'est extrêmement dangereux. Dimanche, il y a le seul hôpital, pour vous donner un exemple, le seul hôpital encore partiellement opérationnel dans la ville qui a été bombardé. Donc c'est carrément un crime de guerre qui a été dénoncé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc oui, peu d'ONG, peu de journalistes. Et puis il faut aussi parler des journalistes locaux. Il y en a un notamment qui s'appelle Ibrahim, qui a été arrêté. On sait pas maintenant si... On sait plus si... Voilà. Il y a eu une image, mais enfin, comme en plus tout est sous blackout, parce que l'Internet est coupé depuis dimanche, c'est très compliqué d'avoir des informations précises sur ce qui se déroule exactement dans la ville actuellement. Vous évoquiez tout à l'heure, Patricia, cette histoire de deux parties, finalement, du Soudan, de clans qui se font face. Est-ce qu'on va pour autant vers un scénario, ou est-ce qu'on y est déjà dans un scénario à la libyenne, avec ces deux gouvernements rivaux, cette partition du pays? Alors, tout n'est pas joué, mais c'est ce que tout le monde redoute. Parce que si on arrive à un scénario à la libyenne, effectivement, à partir de là, la situation est presque figée. Donc, il faudrait qu'il y ait une intervention. Et j'ai envie de dire, la seule intervention qui pourrait être faite musclée, vous connaissez son nom, eh bien, pour l'instant, il a d'autres occupations, c'est-à-dire le président américain. Ça pourrait être une guerre de plus. Mais ça pourrait être une de ces belles guerres. Parce que les États-Unis ont des très bons rapports avec les États du Golfe. L'Arabie saoudite, mais qui est impliquée d'une façon beaucoup plus discrète et plus diplomatique, mais les Émirats, qui livrent les drones, etc., etc., la Turquie, qui aussi approvisionne, mais l'autre camp. Donc, si vous voulez, les États-Unis pourraient jouer un rôle central pour apaiser les esprits. Pour l'instant, il n'en est pas, c'est pas ce qui se passe. Donc, les FSR, on voit, gagnent du terrain dans une partie qu'ils n'avaient pas encore complètement conquise, qui est le Kordofan. Ils ont des milices alliées dans une autre partie, qui est un peu au sud du Darfour. Voilà. Voir une carte, justement. Voilà. Si on voyait la carte, on y comprendrait un peu quelque chose. Donc, on verrait qu'il y a quelque chose qui se dessine, effectivement, sur l'ouest, avec une voie d'accès à la Libye, par le nord-ouest, et donc avec... cette partition de la Libye avec la partie qui n'est pas effectivement reconnue par la communauté internationale. Donc on aurait une alliance, j'ai envie de dire, des renégats pratiquement, entre la Libye et le Soudan. Et pour complexifier l'affaire, donc vous voyez effectivement, on voit bien que tout au nord du Darfour et du Soudan, on touche la Libye. D'accord ? Et alors pour complexifier l'affaire, c'est la partie tchadienne. Et donc le Tchad est accusé de soutenir les FSR. Donc, donc tout ça est quand même très compliqué parce que le Tchad aurait des aéroports à la frontière avec effectivement le Darfour. Les Émirats livreraient du matériel et le matériel serait renvoyé au Darfour. Donc vous voyez, c'est inextricable pour l'instant. Et donc je pense qu'il faudrait quelqu'un de totalement extérieur à ce conflit. En l'absence des Européens qui pour l'instant ne se manifestent pas beaucoup. Dieu sait si pourtant les Britanniques connaissent la situation, ancienne puissance mandataire en tout cas et coloniale. Mais bon, pour l'instant, c'est un conflit qui se gère régionalement et donc qui est totalement chaotique. Mais les Européens, il va falloir qu'ils se saisissent de cette question. Ils ont déjà essayé, il y a eu des réunions à Londres. Mais parce qu'en plus, là on parle du Soudan, mais il y a d'autres points très chauds dans la région et ça va vouloir dire pour les Européens une crise migratoire comme l'Europe on a rarement connu. La dernière fois, ils n'étaient pas vraiment préparés, mais là, ça va être la même chose. D'ailleurs, il y a le Soudan, il y a la Somalie avec la pression des Chebabs, il y a l'Éthiopie et l'Érythrée qui s'accusent mutuellement d'être sur le pied de guerre. Il y a le Sahel avec, depuis on va dire, l'incompétence des Russes, les djihadistes qui sont revenus en force. Voilà, tout ça, il va vraiment falloir que les Européens se saisissent de ces dossiers. Et je suis entièrement d'accord avec vous. En ce qui concerne le Soudan, il faut une force de contrôle maintenant. Quelqu'un qui vient et qui dit... avec la puissance, on met tout le monde d'accord. Et là, pour l'instant, il n'y a personne qui le fait. Il y a quelqu'un qui pourrait le faire, oui, c'est vrai. Pourquoi précisément Donald Trump ne le fait pas? Parce que c'est à lui qu'on pense, parce qu'il
il est sur d'autres chantiers ou Oui. concrètement, il n'y voit pas un intérêt pour les États-Unis? Il a son envoyé spécial qui est pour l'Afrique, qui est un homme très compétent, qui a fait des déclarations récentes, qui a reçu d'ailleurs à Washington l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, etc., tout ça pour parler. Mais pour l'instant, on en reste à des paroles. Il dit craindre un scénario à la libyenne, mais il n'a pas encore convaincu le président américain de s'occuper de ce dossier. Peut-être parce qu'il y a à perdre, en tout cas parce qu'il voit qu'il n'y a rien n'est gagné, parce que vous savez que le président aime gagner, avoir un deal. Alors, pourtant, le Soudan regorge de richesses. Alors, le Soudan du Sud, c'était essentiellement du pétrole. Il y a un peu de pétrole au Soudan du Nord, mais il y a surtout de l'or en quantité et des tas d'autres minerais dont on ignore tout parce que les prospections ne sont pas faites. Toute cette bande sahélienne, d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre dessus, donc c'est pour ça que j'ai l'air très compétente. Toute cette bande sahélienne, enfin, il est rendu déjà, toute cette bande sahélienne détient des tas de richesses minières qui ne sont absolument pas explorées. Donc, peut-être il faudrait présenter ça à Donald Trump pour mobiliser son attention. Eh bien, Donald Trump, pour l'heure, il est en Asie. Oh, quelle transition! N'est-ce pas? Merci, vous m'offrez une transition toute très bien amenée. Je trouve très bien amenée, Patricia. Donald Trump, effectivement, poursuit sa tournée en Asie. Le président des États-Unis est au Japon, où il a rencontré Sanae Takeshi, première ministre depuis une semaine. Et a priori, Tokyo et Washington sont sur la même longueur d'onde. Écoutez. Nous ferons tout notre possible pour aider le Japon. Nous sommes un allié au plus haut niveau. C'est un grand honneur d'être à vos côtés. Grâce à ces efforts et avec votre aide, Monsieur le Président, je souhaite ouvrir un nouvel âge d'or pour l'alliance nippo-américaine, où le Japon et les États-Unis deviendront plus forts et plus prospères. Un nouvel âge d'or, dit la première ministre japonaise Ludovic. Ça veut dire, ça y est, c'est la lune de miel entre Tokyo et Washington? En tout cas, c'est vraiment le genre de titre que recherchait le Japon et cette première ministre qui a très bien joué le coup. Elle a très bien vu à quel point Donald Trump appréciait Shinzo Abe, qu'il considérait, dont elle est l'héritière, dont elle se revendique, qu'il considérait comme vraiment son meilleur ami dans la région. Elle a repris exactement le même traducteur que lors de la visite de Donald Trump à Shinzo Abe au Japon lors du premier mandat, pour le mettre à l'aise, parce qu'elle savait qu'il l'aimait bien. Elle lui a fait exactement le même type de visite et d'honneur que Shinzo Abe avait fait en son temps. Donc elle a très bien joué le coup, alors même que lors de sa campagne, elle avait dit qu'elle allait se montrer quand même plus ferme vis-à-vis du président américain dans la négociation des droits de douane, etc. Donc lune de miel, c'est les faire rechercher. Après, c'est des mots, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à se mettre sous la dent après cette visite. On en est où des négociations sur les droits de douane? Le Japon espère toujours passer en dessous des 15%, mais on ne sait pas trop où on en est. On en est où de la promesse d'investissement de 550 milliards de dollars promis par les Japonais aux États-Unis? Dans quoi vont-ils concrètement investir? On ne sait pas vraiment encore exactement où on en est. Pour l'instant, c'est surtout un beau coup marketing de la part de la première ministre japonaise. C'est ce qu'est venu faire Donald Trump à Tokyo, essayer de rassurer le Japon, essayer de se rabibocher, parce qu'on sait aussi qu'il n'a pas toujours été tendre avec le Japon. Alors, effectivement, ils n'ont pas été tendres. Il faut dire qu'il y a quand même une inquiétude des pays de l'Indo-Pacifique, parce qu'il y a la Chine qui gronde à côté, qui monte en puissance, et donc les Japonais sont assez contents. D'abord, il y a sur un plan idéologique, effectivement, les deux peuvent se comprendre, tous les deux, ils sont plutôt alignés. Oui. Et puis, il y a cette menace chinoise. Et quand même, petit pied de nez à la Chine, c'est le fameux contrat qui a été signé, l'accord qui a été signé sur les terres rares. À l'heure où la Chine a augmenté les droits de douane sur les terres rares et fait que maintenant on est passé de 7 à 15, où il faut tout qu'ils surveillent. C'est-à-dire s'il y a 0,5% de terres rares dans un produit, il faut que l'entreprise donne pratiquement tous ses secrets de fabrication pour obtenir les fameuses terres rares. Donc notre ami Donald Trump, qui dans son rapport avec la Chine et sa future rencontre avec Xi, eh bien, envoyer un petit message. Bon, tu nous menaces, mon cher ami, mais tu vois, je suis en train de passer des contrats sur les terres rares. Alors, cet accord, c'est dans l'océan Pacifique, pour creuser les sous-sols, j'ai envie de dire, océaniques. Et donc, ça ne va pas voir le jour demain. En plus, les États-Unis ont vraiment du retard sur les terres rares, surtout pour tout ce qui est la purification. Et pour rattraper ce retard, ça va prendre un peu de temps. On comprend l'intérêt américain vers le japonais. Quel est l'intérêt du Japon pour dans l'immédiat, il y a ces histoires de tarifs, de droits de douane, bien sûr. Et puis, plus généralement, il faut affirmer, aux yeux de la Chine, dans la région, une amitié renforcée et un partenariat stratégique important avec la puissance américaine. Et c'est d'ailleurs ce que Donald Trump
a affirmé quand il est allé à Tokyo, en disant vos missiles, vous les aurez. Donc ça, c'est à propos de la flotte de F-35 de l'armée de l'air japonaise. Donc ce sont des jets américains. Les Japonais voulaient des munitions. Donald Trump a affirmé qu'il les aurait. Et par ailleurs, il a eu une déclaration en disant vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un service, vous avez besoin d'assistance, vous avez besoin d'un conseil, vous m'appelez. On est alliés au plus haut niveau. C'est exactement ça dont le Japon a besoin pour s'affirmer comme un rempart et sur lequel l'Amérique peut s'appuyer dans cette région contre la Chine. Et pourtant, on sait aussi Donald Trump imprévisible. On a vu tous ces revirements. Les pays d'Asie et le Japon, par exemple, ne préféreraient pas se tourner vers la Chine. Alors le Japon, sûrement pas, pour des raisons politiques, historiques, diplomatiques, etc. Mais d'autres pays, oui, tout à fait, parce que tous les revirements et la méthode de négociation de Donald Trump, justement en utilisant les droits de douane, pourraient rebuter certains pays. Mais on voit quand même qu'avec cette tournée, Donald Trump ne fait pas la même erreur que lors de son premier mandat, où il avait quand même fait preuve d'un certain dédain ou d'un désintéressement, en tout cas à propos de cette région. Maintenant, il se rend compte que c'est quand même du monde, 600 millions de personnes comme marché, donc c'est pas mal pour les États-Unis. Il y a beaucoup de pays de cette région qui sont devenus des maillons importants dans une chaîne logistique pour des entreprises américaines qui ont quitté la Chine. Et donc, il pourrait servir aussi de rempart, quelque part, contre la puissance économique chinoise. Donc ça, c'est très important. Et les Américains le savent. Donc, ils ont besoin de la coopération de ces pays. Et ces pays eux-mêmes, c'est là où on a quand même une imbrication d'intérêts. Le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, le Cambodge. La première destination de leurs exportations, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis. Donc il y a quand même, à ce moment-là, vous voyez, un certain nombre de cartes sur la table qui permet une négociation. Tout ça en amont de cette visite donc prévue jeudi en Corée du Sud, mais avec le président chinois. C'est là où on va entrer dans le dur, finalement, de cette visite asiatique. Là, oui, là, on entre vraiment dans le dur, parce qu'on a un vrai conflit potentiel, où on a, j'ai envie de dire, un statu quo, avec un peu d'accord à la clé sur un plan économique et donc un apaisement sur un plan international. Avec deux hommes qui sont, pardon je vous coupe, mais qui sont un petit peu pareils finalement, ils sont un petit peu semblables, Xi Jinping d'un côté, Donald Trump. Xi Jinping, oui et non. C'est deux hommes forts qui veulent manager leur région et leur zone d'intérêt. En ce sens-là, oui, ils se ressemblent. Mais simplement, l'un a le temps pour lui, l'autre n'a pas le temps pour lui. L'un est un pressé, l'autre est un calculateur qui va lentement, qui s'assure, etc. Et là, si vous voulez, cette rencontre, on ne s'en rend pas compte, mais est très importante sur un plan international, parce que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et si ça clash, parce qu'on ne sait jamais, avec Donald Trump, tout est possible, on peut avoir une brutale montée des tensions, et qui dit brutale montée des tensions, montée des puissances, dit sur un plan économique et commercial, un nœud qui se fait, et donc une absence de fluidité, donc une absence de commerce, et donc etc. etc. Et la Chine a tout intérêt, elle aussi, à regarder l'Indo-Pacifique et le marché Indo-Pacifique que regardent les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, c'est son premier débouché. Donc, si vous voulez, on a une lutte entre deux hommes, on a un accord commercial qui va se faire ou pas se faire et qui va avoir des retombées pour vous et moi. Et on a aussi une compétition pour la mainmise sur ce marché Indo-Pacifique. Et nous, les Européens, on est un petit peu loin de tout ça, mais pourtant, c'est le monde de demain. Sur cette rencontre à venir entre Xi Jinping et Donald Trump. Le temps est du côté de Xi Jinping, parce que ce n'est pas seulement sa décision. Lui, il engage tout un système. Quand il ne sera plus là, le système qu'il a mis en place lui perdurera, lui survivra. Ce sera toujours le Parti communiste chinois aux commandes. Ils peuvent décider aujourd'hui d'un projet qui devra voir le jour dans 20 ans. Ce projet verra le jour dans 20 ans. Alors que nous, dans nos démocraties libérales, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que le projet d'une majorité qui est au pouvoir à un moment T peut être détricoté par l'autre. On voit ce que ça donne en France, effectivement. C'est ça. Donc on n'est pas à armes égales. Et là, on atteint dans ce jeu, dans cette guerre économique, la limite en fait du système que nous avons prôné et qui était censé représenter la prospérité pour tous, mais qui est détourné maintenant par ceux qui pratiquent on va dire, le pire du socialisme et le pire du libéralisme à la fois.
Et puis il y a aussi, il nous reste très peu de temps, cette autre rencontre qui est évoquée, en tout cas on laisse planer le doute. Ah oui, avec sur cette rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Alors là, ça serait la cerise pour le gâteau, sur le gâteau pour Donald Trump, effectivement. Ils se sont rencontrés déjà 3 fois dans le premier mandat. Ça n'avait strictement rien donné. Et là, on est dans ce qu'on appelle, les Anglais disent le show-off, c'est-à-dire le côté démonstratif, homme de télé, qui aime faire des coups et qui aime dire, voilà, moi, tous les hommes forts, tous les dictateurs, voilà, je les salue et puis j'en fais des potes. Là, on n'est pas du tout dans un enjeu qui nous concerne, malgré tout, même s'il y a du nucléaire dans l'histoire, mais c'est vraiment de la télévision. Même un peu d'Ukraine, mais enfin... Non, c'est vraiment de la télévision. Il pense que les dictateurs le respectent parce qu'il est un homme fort, comme s'il voulait faire partie de leur club. Il pense à sa base MAGA. Oui, c'est vrai. Il pense à sa base MAGA parce qu'il est le plus puissant du monde. Et votez pour moi. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, Patricia Alémonière, Ludovic Defoucauld, pour cette On va plus loin à retrouver sur france24.com, notre site. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'essentiel. Le procès de la fake news sur Brigitte Macron. Comment mettre fin à une théorie du complot? À tout de suite. France 24, votre regard sur le monde. Liberté, égalité, actualité. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.